dans les urgences traumatologiques, mais savoir aussi qu'ils sont les premiers traumatismes en première position dans les traumatismes de l'appareil locomoteur en général. Ça englobe les entorses du poignet, les différentes fractures de l'extrémité inférieure des deux os de l'avant-bras, les fractures des os du carpe et les luxations intracarpiennes, surtout les luxations rétrolunaires. Partagent quelques caractéristiques cliniques et répondent pratiquement à un même schéma thérapeutique. Un petit rappel anatomique, l'articulation radiocarpienne est constituée de la surface articulaire distale du radius qui est la glène radiale et l'ulna, ainsi que les os du carpe regroupés en deux rangées de 4 petits os chacune. Elles permettent les mouvements de flexion-extension et d'inclinaison radiale et ulnaire. L'articulation radio-ulnaire inférieure, avec son homologue supérieur, permet la pronosupination. La glène radiale présente 2 inclinaisons, une frontale de 25 degrés et sagittale de 10 degrés. Il faut savoir que la face inférieure de la tête ulnaire est située plus haut, légèrement située plus haut que le plafond radial d'environ 2 mm, c'est l'index radio-ulnaire inférieur. La stabilité du poignet, elle est passive et active. Passive assurée par la capsule qui est épaisse à fibres courtes et par les ligaments qui sont au nombre de 33, regroupés en 2 groupes. Les ligaments extrinsèques, dont le plus important qui lie le radius et l'ulna au carpe, dont les plus importants sont les ligaments radiocarpiens, antérieurs et postérieurs, et les ligaments triangulaires et les ligaments collatéral radial et ulnaire. Les ligaments intrinsèques lient les os du carpe entre eux, et dont les plus importants sont le ligament scapho-lunaire et l'unopyramidal. La stabilité dynamique, donc lors des mouvements du poignet, est assurée par la tension tendineuse lors des contractions musculaires. Le diagnostic clinique et radiologique, une clinique similaire, une interprétation radiologique qui est difficile ainsi que le peu d'expérience de certains médecins entraîne une méconnaissance diagnostique, surtout en ce qui concerne les fractures du scaphoïde carpien et les luxations intracarpiennes qui sont souvent prises pour des entorses du poignet et traitées comme telles. Pour y remédier, des solutions simples s'offrent à nous, à savoir connaître bien sa clinique, un bilan radiologique de bonne qualité, pousser l'exploration en cas de doute et demander des radiodynamiques TDM, voire même une IRM, et surtout demander avis auprès des spécialistes. L'entorse du poignet traduit une atteinte ligamentaire plus ou moins sévère qui entraîne une entorse bénigne ou grave. Sa symptomatologie regroupe de la douleur, l'œdème, l'hématome, la mobilité articulaire qui est plus ou moins conservée jusqu'à l'impotence fonctionnelle totale, et la radiographie est en général normale, mais on peut retrouver des lésions osseuses type arrachement. Ici, on a une radiologie normale du poignet face et profil, et là, il y en a des images d'avulsion osseuse lors des luxations, des entorses graves. Les fractures de l'extrémité inférieure des 2 os de l'avant-bras regroupent l'ensemble des fractures articulaires et extra-articulaires qui représentent pratiquement les mêmes caractéristiques cliniques et anatomopathologiques, mais avec certaines spécificités propres à chaque lésion. Donc, on retrouve cliniquement une impotence fonctionnelle totale du membre atteint, un œdème, une déformation en dos de fourchette ou inclinaison radiale. Le signe de Logier, qui est bien un signe clinique qui traduit l'horizontalisation de la ligne styloïdienne suite à l'ascension de la styloïde radiale. On a ici un ensemble de radiographies qui montrent les fractures extra-articulaires à déplacement postérieur type autocols, à déplacement antérieur, c'est la Goyron-Smith. On a ici des fractures articulaires, fracture cunéienne, la fracture marginale antérieure, les fractures en T frontale et T sagittale, et là on a une fracture articulaire complexe. Les fractures du scaphoïde carpien sont les plus fréquentes. Elles représentent 90% des lésions du carpe.
La vascularisation de type terminal du scaphoïde rend difficile l'obtention de sa consolidation. Cliniquement, on retrouve un œdème de la tabatière anatomique et du bord radial du poignet, une douleur à la palpation de cette tabatière, à la pression de la première colonne et lors des mouvements de pronation. Les clichés de face et de profil strict ainsi que l'incidence oblique de Schneck vont nous informer sur le type de fracture, le déplacement et la présence de lésions osseuses associées. Il faut garder à l'esprit qu'il y a une amélioration de la visualisation du trait de fracture à J10, voire même à J21 post-traumatique. Ici, on a la tabatière anatomique qui est délimitée par le long extenseur en arrière, le long extenseur du pouce en arrière et le court extenseur et le long abducteur du pouce en avant. La vascularisation du scaphoïde qui est assurée par des branches de l'artère radiale. La classification de Schoenberg qui nous montre les différents sièges de fracture qui a un intérêt de guider notre thérapeutique et un intérêt pronostique. Ici, on a une fracture du scaphoïde carpien transcorporiel après résorption des berges fracturaires à J10 post-traumatique. Là, l'image est évidente. Une fracture proximale du scaphoïde carpien. Ici, on a une coupe scanographique qui montre un trait fin et serré qui peut passer inaperçu à la radiologie standard, d'où l'intérêt de la TDM. La luxation intracarpienne, c'est un traumatisme qui survient suite à une haute énergie, donc c'est des traumatismes violents. Fréquence des lésions associées du scaphoïde, de l'ulna et du radius et la compression du nerf médian qu'on retrouve dans 30% des cas. Les variétés anatomiques qu'on peut avoir sont les luxations périlunaires pures, les luxations transcapho-rétrolunaires qui sont les plus fréquentes, la luxation antérieure, elle est exceptionnelle, et la luxation isolée d'un des os du carpe qui est rare. On va décrire la luxation qui est la plus importante, la plus fréquente, c'est la luxation périlunaire, qui présente cliniquement une impotence fonctionnelle, une douleur, un poignet œdémacié avec un aspect raccourci, une déformation en dos de fourchette qui est plus bas située que dans les fractures potocols et des signes de compression du nerf médian. La radiographie de face, mais surtout de profil, vont montrer une désorganisation des os du carpe, une diminution de la hauteur du carpe, l'ascension du capitatum qui vient se placer derrière le lunatum, voire même prendre sa place sous le radius, et aussi montrer des lésions osseuses associées. On a ici la trajectoire de la force vulnérante décrite par Wagner. Ici, on a une classification de Wittevot-Allieux qui a un intérêt pronostique de l'ostéonécrose du lunatum, vu l'étroite liaison des ligaments, des liens du lunatum et sa vascularisation. Ici, on a une radiographie de face et de profil qui montre une luxation périlunaire pure qui est difficile à interpréter, d'où l'image scanographique qui est évidente. Là, l'inucléation du lunatum, elle est évidente à la radio standard. Ici, on a une fracture luxation transcapho-rétrolunaire qui montre le fragment proximal du scaphoïde qui est solidaire, qui reste solidaire au lunatum, traduisant l'intégrité du ligament scapho-lunaire. Ici, on a une luxation antérieure du carpe. Les traitements, on a deux types de traitements qui s'offrent à nous, à savoir le traitement orthopédique qui consiste en une immobilisation plâtrée par attelle ou gants ou BABP après une réduction préalable sous anesthésie qui est indiqué lors des lésions non déplacées, stables ou qui répondent à certains critères de réduction. Le traitement chirurgical consiste aussi en une réduction puis stabilisation par différents matériels d'ostéosynthèse à ciel fermé, donc radioguidé, ou à ciel ouvert par différentes voies d'abord, dont le choix doit nous permettre un bilan lésionnel péropératoire complet et une ostéosynthèse facile. Ici, on a les différentes immobilisations plâtrées et orthèses. Le traitement chirurgical des entorses graves du poignet diffère de la simple suture ligamentaire jusqu'au ligamentoplastie, à ciel ouvert ou bien par arthroscopie. Le traitement chirurgical des fractures du poignet varie de l'embrochage
type Capendi, la plaque butoir antérieure, plaque vissée verrouillée et même le fixateur externe en distraction. Le traitement chirurgical des fractures scaphoïdes consiste en un embrochage ou bien un vissage par mini-abord radioguidé ou bien à ciel ouvert, de distal en proximal par abord palmaire ou de distal à proximal par abord palmaire ou de proximal à distal par abord dorsal selon le siège du trait de fracture. Le traitement chirurgical des luxations et fractures luxations du carpe consiste en un simple embrochage qui doit solidariser le scaphoïde au capitatum, le scaphoïde au lunatum et le lunatum au pyramidal. Dans la fracture luxation transscapho-rétrolunaire, la synthèse du scaphoïde par un vissage et l'embrochage pyramido-lunaire suffisent à stabiliser la lésion. Ici, on a une fracture de la styloïde radiale et du capitatum qui en bénéficie. Donc la styloïde radiale a bénéficié d'un l'embrochage des os du carpe et un vissage du capitatum. En conclusion, il faut garder à l'esprit que l'importance de l'examen clinique et radiologique qui vont nous permettre de poser le bon diagnostic et par conséquent de bien prendre en charge le patient. Il faut prendre le temps de bien examiner le patient malgré les contraintes de travail dans le cadre des urgences. Aussi, il faut insister sur la bonne qualité des clichés radiographiques standards qui peuvent suffire à poser le diagnostic et sans hésiter à pousser l'exploration en cas de doute. Et aussi, il faut surtout demander avis auprès de spécialistes. Je vous remercie.